OK, c'est beau. J'ai eu une petite alerte. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et cette semaine, j'ai le bonheur de recevoir Geneviève Pesan comme invitée et on va parler non pas de comptabilité, mais de YouTube. En fait, Geneviève, elle est technicienne comptable. Ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle outille les travailleurs autonomes pour développer leurs compétences financières pour en finir avec l'angoisse fiscale. Elle est également très active sur YouTube et c'est pour ça que j'ai décidé de l'inviter pour parler de cette plateforme-là. Et j'ai envie qu'on aborde un peu les dessous de la création de contenu sur YouTube, la stratégie, comment on s'y prend, qu'est-ce que ça prend. Bref, vous voyez le topo. Donc, officiellement, bonjour Geneviève! Bonjour Mélanie, merci beaucoup pour l'invitation. Ben, ça me fait vraiment plaisir. Écoute, quand je regardais ton site web, je voyais que tu te proclamais comme fille de science. Puis là, je me suis dit, attends, une fille de science, que de la comptabilité. Puis là, on a parlé un petit peu avant l'enregistrement. J'ai vraiment envie que tu nous en dises davantage sur ton parcours, puis sur ce qui t'a amené finalement à travailler dans le monde de la comptabilité, puis à te lancer sur YouTube. Bref, comment ça se fait que tu arrives des sciences? Qu'est-ce que Ouais, se passe? c'est c'est toute une histoire en effet. Dans le fond, la comptabilité, c'est un changement de carrière pour moi. Donc oui, je suis issue du monde de la science parce que j'ai un bac et une maîtrise en biochimie. Donc, ça a été mes études universitaires et ensuite, j'ai travaillé 15 ans dans le milieu manufacturier pharmaceutique. J'ai été aussi pendant un certain temps dans l'alimentaire. Mais c'est ça, c'est principalement dans le milieu pharmaceutique que j'ai travaillé en assurance qualité. En assurance qualité, on rédige des procédures, on fait des audits, on documente tout ce qu'on fait, on inspecte le travail qui est fait. Donc, il y a le contrôle qualité et l'assurance qualité. Mais en gros, c'est un peu ça. Puis pendant ces 15 ans-là, j'ai fait, disons, différents postes. J'ai aussi... je me suis rendue jusqu'à des postes de gestion, où ce que là, dans le fond, mon dernier poste, c'était directrice d'assurance qualité. Donc, j'étais directrice d'un département d'assurance qualité. J'avais des employés à ma charge et tout ça. Mais j'ai étudié en sciences, pas en gestion. Fait que j'ai géré des employés. À un moment donné, je me sentais comme pas nécessairement à ma place ou compétente dans ce rôle-là. Puis après 15 ans dans le même milieu, j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Je cherchais à faire d'autres choses, rendu là après ces 15 ans de carrière-là. Et puis quand je me suis dit, ben là, je vais chercher peut-être un nouvel emploi, je pensais même pas à être travailleur autonome, là. Je me cherchais un nouvel emploi ou quelque chose, puis je me suis dit, ben je vais ouvrir mes horizons, quitte à retourner aux études, quitte à faire quelque chose de différent. Puis j'ai fait des démarches, dans le fond, de recherche de ce qui m'intéressait vraiment pour la deuxième partie de ma carrière, dans le fond, la deuxième partie de ma vie au travail, de ce qui m'intéressait. Puis, en faisant plein d'exercices, je me suis rendu compte que le fil conducteur, dans les réponses qui revenaient souvent, puis un des intérêts que j'avais, moi, j'ai toujours été très proche de mes finances personnelles à moi. J'ai toujours été proche de mes chiffres, j'ai toujours aimé ça, tu sais, m'asseoir, regarder mes relevés, OK, qu'est-ce qui s'est passé, le budget, tout ça. J'ai toujours été bien assidue dans cette fonction-là dans ma vie personnelle. Puis je me suis dit, ben, tant qu'à regarder mes relevés bancaires à tous les mois, je pourrais le faire pour des clients. Fait que je me suis dit, ben, je pourrais aller en comptabilité. Puis au lieu de trouver un emploi, j'ai rencontré des gens, dans le fond, en faisant cette démarche-là, qui m'ont fait voir que travailleur autonome, ben, c'est une possibilité, puis on est plus libre de notre horaire, tu sais, je pourrais travailler de la maison, puis des choses comme ça. Fait que je me suis dit, ben, regarde, je vais partir à mon compte. Vu que j'avais pas vraiment de connaissances en comptabilité, je me suis lancée plus comme adjointe virtuelle. J'ai offert des services en soutien administratif et de tenue de livre avec un syndrome de l'imposteur gros comme ça parce que j'avais pas de base en comptabilité vraiment. Donc ça, c'était en 2018 quand je me suis lancée à mon compte. Donc ça, c'est ma 5e année là maintenant à mon compte. Et puis j'ai fait des cours de comptabilité à distance. J'ai quand même été chercher les connaissances, après utiliser les logiciels. Ça a été un processus très autodidacte, dans le fond. Puis
Puis j'ai bâti ma clientèle et tout ça. Ça a quand même bien été ce côté-là. Puis je me suis rendu compte qu'avec le temps que la comptabilité, c'est un service qui était très en demande par les entrepreneurs. C'est une des premières choses qu'ils vont déléguer. Puis en plus, ben j'adorais ça. C'est vraiment ce que j'aimais mieux le faire versus faire du support administratif ou réviser des documents. J'étais capable de le faire, mais c'était pas ce que j'aimais le plus faire. Donc, après un an, je me suis dit, OK, let's go all-in en comptabilité. Fait que j'ai tout misé là-dessus. J'ai continué à faire ma formation continue. J'ai agrandi ma clientèle aussi en comptabilité. J'ai commencé à offrir des services d'impôt et tout ça. Puis, ben, c'est ça, depuis 2018, je travaille à la maison. Donc, quand la pandémie est arrivée en 2020, pour moi, c'était pas vraiment un problème. Ça n'a rien changé. Donc, fait que c'est un peu ça l'histoire de pourquoi je fais ce que je fais concernant la comptabilité. Mais écoute, c'est tellement comme, en tout cas pour moi, c'est tellement différent comme univers, le monde des sciences, le monde pharmaceutique, puis la comptabilité. Fait que c'est le fun que, tu sais, on parle souvent qu'il y a comme une bonne portion de la population qui va changer de carrière, puis t'en es un bon exemple qu'on peut très bien se réorienter, puis être bien dans ce qu'on fait aussi. Ouais, absolument. Puis, tu sais, moi, j'ai fait de la réflexion en regardant c'est quoi que j'aimais faire, c'était quoi mes intérêts, puis dans le quoi j'étais bonne aussi. Fait que ça aide déjà beaucoup à identifier, tu sais, un domaine ou un talent qu'on peut exploiter, puis pas cette année, là, finalement. Puis, je pense que mes études puis mon expérience dans un domaine scientifique ou dans un domaine comme l'assurance qualité dans le milieu pharma où que la rigueur est hyper importante, c'est des compétences transversales, là, tu sais, je veux dire, c'est des compétences qui me servent quand même encore aujourd'hui, parce que la comptabilité, ça prend de la rigueur. Puis pour moi, ça a été facile d'apprendre la comptabilité parce que tu sais, j'avais déjà des cours de maths assez flyés du niveau universitaire. Ah oui, c'est clair que c'est pas la comptabilité qui t'a énervé, là. Non, c'est ça. Fait que j'ai eu cette facilité-là, cette rigueur-là, la discipline d'étudier, tout ça, de faire les exercices et tout ça. Puis j'ai toujours eu de la facilité avec les outils informatiques. Fait que pour moi, apprendre un logiciel de comptabilité, c'était pas c'était pas un défi, là. J'ai une curiosité naturelle qui fait que, ben, OK, je sais pas comment ça marche, mais je vais essayer, je vais chercher, je vais fouiller. S'il y a quelque chose que je comprends pas, je vais investiguer, je vais essayer de trouver mes réponses. Puis, dans le fond, c'est ça qui m'est resté. Puis là, comme je disais Ben oui, puis comme je disais dans l'intro, tu sais, aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter pour parler de YouTube. Oui. Puis je me demandais, en fait, pour toi, là, puis pour faire la petite histoire, tu sais, j'ai regardé ce que tu faisais, tu sais, tu vas beaucoup offrir du contenu éducatif sur les logiciels de comptabilité, sur comment bien gérer sa comptabilité. Fait que, tu sais, il y a vraiment un besoin au niveau de YouTube dans le comment faire les choses, puis donner vraiment de l'enseignement. Donc, vraiment, pour toi, là, c'est quoi les gros avantages dans ta stratégie d'aller sur YouTube, t'installer dans ta création de contenu, puis rayonner finalement sur YouTube versus d'autres formes comme le blog, comme le podcast, comme en ce moment. Qu'est-ce qui t'a comme attiré, puis c'est quoi l'avantage que tu en retires pour toi? Le blog, c'est drôle, t'es allé voir mon site web, puis j'ai un article de blog. Il y a beaucoup de gens comme ça. Puis mon site internet précédent, je pense qu'il y avait 1 ou 2 articles de blog aussi. Fait que j'ai comme jamais eu l'intérêt, on dirait, d'écrire des articles de blog. YouTube, pourquoi j'ai décidé de l'intégrer, c'est que, bon, oui, il y a mes services de tenue de livre, mais j'ai voulu aussi développer une présence sur le web fin 2019, début 2020. Puis me lancer plus dans la création de produits informatifs numériques comme une formation en ligne et des choses comme ça. Puis je me devais de me positionner sur le web aussi. Donc j'ai mis plus de temps, puis je me suis formée pour mon profil LinkedIn, ma page Facebook, optimiser ces profils-là, commencer à créer du contenu. Puis je me suis rendu compte que pour les travailleurs autonomes, il n'y a pas beaucoup de contenu qui existe sur la comptabilité. C'est pas
une clientèle qui est, je trouve, bien servie par les cabinets comptables, les grands cabinets comptables. Moi, il y a beaucoup de travailleurs autonomes qui viennent vers moi parce que soit leur ancien comptable voulait plus travailler avec eux ou voulait plus servir des PME ou des grandes entreprises ou des choses comme ça. Fait que puis souvent, ils vont pas nécessairement ressentir le besoin de déléguer leur comptabilité. Mais moi, en étant à l'autre bout, en faisant des impôts, ben je voyais avec ce qu'on me donnait comme information, ben qu'il y avait des besoins, qu'il y avait des dépenses peut-être qui passaient à côté. Puis là, je faisais un peu de l'éducation, mais dans le temps des impôts, j'ai pas le temps vraiment de faire de l'éducation. J'aide mes clients le plus possible si je vois des choses. Mais en même temps, je suis pas dans leur vie, je suis pas dans leur portefeuille, je suis pas dans leur compte de banque, je vois pas des dépenses passées, je peux pas leur dire hey, telle affaire, on pourrait la mettre dans les impôts. Donc, je trouvais qu'il manquait. Les gens se lançaient sans nécessairement faire beaucoup de formation en comptabilité ou fiscalité. Puis c'est des entrepreneurs, mais il faut que tu apprennes à gérer ton argent. Puis je pense que tout entrepreneur devrait avoir une certaine base en comptabilité, en gestion de trésorerie, tout ça. Fait que je me dis, ben, il faut que je crée du contenu là-dedans, il faut que j'éduque, mes clients. Au début, j'ai pensé à mes clients, ceux que je servais, c'était comme eux, ma clientèle cible dans ma tête. Puis YouTube est comme arrivé après parce que je me suis dit, ben, c'est la forme de contenu que, je vais pouvoir connecter parce qu'ils vont me voir moi, ils vont voir comment j'explique, ils vont voir, oui, je mets de l'avant mes connaissances et tout ça, mais ils vont voir comment moi j'explique, puis comment moi je parle, comment je travaille, comment je montre les choses. Puis en podcast, je peux pas faire de tutoriel. Puis dans un article de blog, c'est un peu limité aussi. Fait que moi, je suis plus show me, tu sais, montre-moi comment tu fais. Puis, fait que pour faire des tutoriels, pour expliquer certaines choses, surtout dans un logiciel comptable, ben c'était beaucoup plus facile de le faire en vidéo. Puis en vidéo, ben on peut livrer aussi d'autres formes de contenu. On peut faire des lives aussi. Parce que, tu sais, à un moment donné, c'était ça, là. Il faut faire des lives, il faut connecter avec son audience, tout ça. OK, c'est beau. Fait que j'en faisais un peu sur Facebook, mais je me suis dit, OK, je vais aller plus sur YouTube, justement, parce que la forme de contenu que je voulais faire en vidéo, c'était mieux. Puis en plus de ça, ben on va pas se le cacher, là, mais YouTube, c'est l'engin de recherche numéro 2 après Google. Puis les deux couchent ensemble anyway, tu sais. YouTube appartient à Google. Donc, je me dis, c'est une super façon de se faire découvrir, c'est quand les gens recherchent, puis j'ai été hyper stratégique dans les premières vidéos que j'ai publiées sur ma chaîne YouTube. Je savais que c'était des sujets qui étaient recherchés parce que je voyais passer des questions sur des groupes Facebook, puis je savais que c'était pas mal tout le temps les mêmes questions qui revenaient. Fait que je me dis, je vais faire du contenu sur ces questions, pour répondre à ces questions-là. Parce que si quelqu'un pose la question sur un groupe Facebook, il y a quelqu'un d'autre à quelque part qui recherche ça sur Google. C'est vrai. Ben oui. Donc j'ai fait le contenu en fonction de ce que je croyais qui était le plus recherché. J'ai quand même fait un peu des recherches de mots-clés et tout ça. Et ben dans le fond, c'est ça YouTube. C'est que se faire trouver par la recherche. On peut mettre plein de liens, on peut faire de l'affiliation. Puis aussi, éventuellement, mon but, c'est de monétiser ma chaîne, puis d'avoir des sources de revenus plus diversifiées que juste moi qui rends des services. Ouais. Ça fait aussi partie de mon modèle d'affaires dans un certain sens. Ben, c'est une belle opportunité de croissance, tu sais. Puis là, tu sais, je t'écoute parler de, tu sais, comme te lancer tes premières vidéos sur ta chaîne, tu as été stratégique. Mais justement, quand on veut se lancer, quand on part de zéro, OK? Moi, bon, les gens qui écoutent le podcast commencent à me connaître. Tu sais, je vois souvent grand dès le jour 1. OK? Puis ça, c'est un problème parce que tu t'imagines rapidement que tu as besoin de plein d'affaires pour te lancer sur YouTube. Genre, une bonne caméra réflexe qui fait des belles vidéos, de l'éclairage à part, tu sais, des espèces de softbox, ring light, tout ça, des super micros, le logiciel de montage à la fine pointe de la technologie, super complexe à utiliser que personne, tu sais, ça prend un cours, là, tu sais, quasiment. Fait que vraiment, là, Geneviève, rassure-moi, rassure-nous, qu'est-ce que ça prend vraiment comme compétence, comme équipement pour se lancer, puis
puis réussir. Un peu comme, tu sais, je pense que tu es un beau modèle de succès sur YouTube. Oh, Fait ben que merci! ça prend quoi? Ça prend quoi pour se lancer? Ben, la beauté d'être en 2022, parce que là, au moment d'enregistrer, on est en 2022, Oui. c'est qu'on a un super studio d'enregistrement qui est dans notre poche. Bref, ça prend juste un téléphone que t'as déjà. Un téléphone intelligent fait très bien la job. Personnellement, moi, je change pas de technologie très, très souvent ou rapidement. Donc, en 2021, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'enregistrais mes vidéos avec un iPhone 6. Ah! J'étais une couple de numéros en retard. Mais bref, commencez avec votre téléphone puis avec ce que vous avez. Vraiment, tu sais, je suis pas la seule à donner ce conseil-là. Non, non, là, non. ça Puis c'est vient pas mieux de moi, là. que, parenthèse, tu sais, c'est mieux enregistrer avec son téléphone qui va être genre en HD, puis aujourd'hui, tu sais, le mien, il fait en 4K, mettons. C'est mieux ça que, par exemple, se filmer avec une webcam comme j'ai en ce moment sur Zoom, par exemple. Tu sais, la qualité va être tellement moins belle que ton propre téléphone, comme tu dis, qui est dans ta poche, tu sais. Ouais, ça dépend. Ouais, c'est sûr que les webcams, c'est pas Ça dépend toujours lesquels. super. Mais si tu Celles fais qui un sont intégrées dans tutoriel, les laptops, là, sont pas vraiment, tu sais, mais c'est mieux que rien quand même. oui, ben en fait, c'est que je Euh, me dis, si tu fais un tutoriel, tu sais, c'est normal que tu utilises ta webcam, tu sais, tu montes ton écran, tu montes tu ouais. sais, ton visage, mais tu sais, une caméra, une vidéo, je veux dire, où tu fais juste te filmer toi, comme je vois la différence de qualité, tu sais, entre la webcam et entre mon téléphone, puis je me dis, ce serait nono de s'en passer, là, tu sais. Ouais. Mais donc, c'est ça, tu sais, dans le fond, utiliser ce que vous avez. C'est sûr qu'avoir un bon son, c'est important parce qu'une vidéo que le son qui est pas bon, ça va être dur à écouter, ça va être dur à garder l'attention des gens. Puis encore là, un micro, c'est pas un gros investissement, là. Il y a des micros cravates qui sont à 20-30 $, puis ça fait amplement le travail. Faut juste regarder la connexion avec la caméra ou l'ordi ou pour enregistrer, pour être sûr que vous achetez le bon micro. Mais tu sais, le premier investissement à faire, ça serait ça, là, juste un micro, même un micro cravate à 20 $. Fait qu'on s'entend que c'est juste pour qu'on vous entende bien. Puis à part de ça, moi, ça fait 2 ans que j'utilise la lumière du soleil, de la lumière naturelle. J'ai pas de trépied bien fancy avec des softbox et tout, là, pour enregistrer mes vidéos. C'est sûr que moi, le style de vidéo que j'ai décidé de faire, c'est ce qu'on appelle des talking heads. Donc, tu sais, moi qui parle à la caméra et on me voit dans la vidéo. Je fais aussi des tutoriels où ce que là, on va me voir dans un petit rond, là, où ce que là, je vais montrer Ouais. mon écran et tout ça. Là, la qualité de la vidéo, c'est moins grave, là, tu sais, parce Non, c'est ça. qu'on voit tout petit. Mais il y a tellement d'autres façons de créer du contenu sur YouTube que juste de parler à une caméra. Je connais des chaînes YouTube qui fonctionnent super bien ou ce qu'on appelle ça des faceless channels. C'est-à-dire que la personne, on la voit même pas du tout Ah ouais? sur sa chaîne YouTube. C'est une dame qui forme des adjointes virtuelles, elle est aux États-Unis. Elle, sa chaîne YouTube, c'est des présentations qu'elle fait, PowerPoint, puis on l'entend parler pendant qu'elle présente son contenu d'un format, disons, plus écrit, plus PowerPoint, mais ça fait le Ouais. travail. Elle fait son 5 minutes de vidéo à chaque semaine. Elle livre le contenu. Puis on la voit jamais sur ses vidéos. Fait que, tu sais, à la limite, même pas besoin d'une caméra, là. Ah, Fait qu'il y a cette forme de contenu-là. Il y en a qui mettent leur podcast sur la chaîne YouTube. Parce que, comme comme je disais, c'est celui-ci. un engin de recherche. Comme celui-ci. Oui, C'est ça, vous pouvez aller l'écouter, vous pouvez voir nos faces, ça vous tente. Ouais, si ça vous tente. Si ça vous tente pas, ben, il y a l'audio seulement. C'est ça, c'est selon. Mais c'est ça, il y a des chaînes YouTube où on peut trouver des podcasts où on voit rien, on voit juste une image avec les ondes de son, là, pour ceux qui utilisent, disons, Ocha, par exemple, pour publier leur podcast, qui va publier aussi sur YouTube. Fait qu'on voit jamais la personne, on fait juste l'entendre. Mais si le titre est bien pensé, qu'il y a des mots-clés, les gens vont trouver la personne ou le sujet du podcast sur une chaîne YouTube, sur YouTube. Mm. Donc, il y a vraiment
tu sais, les possibilités sont infinies. Ça pourrait être aussi des vidéos où tu sais, ça dépend aussi de votre domaine, puis c'est quoi le contenu que, tu sais, dans le fond, que vous voulez publier. Mais ça pourrait être des vidéos où c'est juste ce qu'on pourrait appeler du B-roll, donc des images ou des vidéos stock, ou des images que vous filmez vous-même, mais qu'on vous voit pas, mais que vous racontez une histoire ou que vous partagez votre contenu, puis que là, c'est différentes images qui viennent appuyer, tu sais, qui se trouvent à être la vidéo. Tu sais, la vidéo, ça n'a pas besoin d'être seulement la personne qu'on voit puis qui parle. Tu sais, moi, je fais du contenu éducatif, puis c'est ça que je fais, mais tu sais, si on regarde un peu sur YouTube, il y a tellement, tu sais, ça laisse tellement de place à la créativité, dans le fond, là. Il y a tellement de façons de publier du contenu sur YouTube. Tellement. Fait que dans le fond, on n'a pas besoin d'attirail de matériel, puis en termes de compétences, de connaissances, est-ce qu'il y a des choses vraiment, tu sais, que tu dis, faudra aller s'informer sur ce sujet-là avant de commencer pour pas faire un peu n'importe quoi? Je dirais que le plus important, c'est la qualité du contenu puis la valeur que vous allez apporter à votre audience. Puis que ce soit du contenu éducatif ou du contenu de divertissement. C'est vraiment dans le fond, là, ce qu'il faut rechercher, c'est qui notre audience, à qui on veut s'adresser, qu'est-ce qu'on veut partager comme contenu, que ce soit un sujet qui nous passionne, un sujet relié à notre travail. Mais tu sais, déjà en partant, là, si vous parlez de choses que vous connaissez ou dont vous êtes passionné, vous les avez déjà, les connaissances. Il n'y a pas besoin de rechercher plus que ça. La grosse recherche qu'il y a à faire, c'est un peu de connaître son audience au début. Mais en même temps, si on part une chaîne de zéro, ben on n'en a pas encore d'audience. Il faut un peu s'imaginer à qui on s'adresse, puis c'est quoi la valeur qu'on veut apporter, là. Puis après ça, on s'ajuste avec le temps de toute façon. On va le voir avec c'est qui nous regarde, c'est qui notre communauté qu'on est en train de développer, où on va engager avec elle, soit dans des lives, soit en faisant les posts sur YouTube, parce qu'il y a un onglet communauté maintenant sur YouTube où on peut publier des sondages, on peut publier des photos, des textes, puis là les gens peuvent interagir avec nous. Ou dans les commentaires sous nos vidéos, on va avoir du feedback aussi, là, les gens vont nous poser des questions et tout ça. Fait que vous allez apprendre à connaître votre audience avec le temps, puis on peut toujours s'ajuster avec le temps. Mais faire des vidéos juste pour faire des vidéos, tu sais, je pense pas que vous allez soit vous faire trouver, ou soit que les gens vont cliquer, vont rester, puis ça va envoyer le signal à YouTube qu'ils sont intéressés ou pas. Mais si les gens sont pas intéressés, qu'ils restent pas sur votre vidéo, YouTube va pas présenter votre vidéo à d'autres personnes. Parce que ce qui est fantastique avec YouTube, c'est que YouTube cherche l'audience pour vous. Tu sais, vous publiez une vidéo, YouTube va le présenter à une certaine personne, puis avec le temps, il apprend à savoir c'est qui votre audience, qui clique sur vos vidéos, qui sont intéressés à ce contenu-là, puis il essaie toujours d'élargir puis de le présenter à de plus en plus de personnes. Puis les signaux que YouTube vont regarder, c'est le taux de clic. Tu sais, si vous avez une belle miniature que les gens cliquent, sont intéressés au sujet, mais après ça, est-ce que les gens restent puis regardent la vidéo? Donc, plus les gens regardent la vidéo longtemps, mais c'est un meilleur signal, c'est un signal plus positif pour YouTube. Puis avec le temps, ils finissent par connaître le profil des personnes qui vous reconnaissent, puis il va essayer de le présenter à d'autres personnes qui ont un profil similaire d'intérêt selon ce qu'ils consomment comme contenu sur YouTube, finalement. Fait que c'est ça la beauté, là. C'est pas Facebook que c'est juste un hasard, là. YouTube essaie vraiment de chercher votre audience. Mais c'est sûr que si votre vidéo capte pas l'intérêt, il va mourir. Ouais. Mais tu sais, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ton point est super bon. Puis il est aussi valide pour un podcast, un blog, dans le sens où si on connaît pas à qui on s'adresse, si on connaît pas notre cible, c'est quoi ses besoins, est-ce qu'elle a envie de se faire parler, un peu comme, tu sais, le blog, c'est un peu la même chose que YouTube parce qu'il y a tout le SEO qui rentre en ligne de compte pour que l'article soit vraiment proposé sur les moteurs de recherche, mais faut que ça réponde à des requêtes qui se font souvent sur Google. Fait que, tu sais, je pense que c'est une bonne base, puis spécifiquement à YouTube, tu sais, je t'explique un peu, je t'en ai parlé avant qu'on enregistre, là, mais
moi, sur ma chaîne, puis je l'ai déjà dit plusieurs fois ici aussi sur le podcast, c'est que, mettons, sur YouTube, ce qui me fascine, c'est le pouvoir que ça peut avoir de perdurer dans le temps. Moi, j'ai une vieille vidéo que j'ai fait, je dis vieille, ça a 2 ans, là, on va se calmer, mais je veux dire, pour moi, ça fait longtemps. C'est l'ancienne version de moi-même. Tu connais-tu un post Facebook qui est encore viral après 2 ans? Mais c'est ça c'est ça qui est fascinant, cette vidéo-là que j'ai fait en pleine pandémie, genre des petites capsules très fait maison. Je me réécoute, je me tape sur les nerfs, j'aime pas vraiment ce que je dis. En fait, je le dirais tellement autrement aujourd'hui. Puis, je le ferais surtout autrement comme vidéo, en fait. Puis, je vois cette vidéo-là qui performe encore 2 ans plus tard. Genre, je pense que là, je suis rendue update, là. Je pense que là, je suis rendue à 6500 vues. Wow! La dernière fois, j'en ai parlé sur le podcast, j'étais à 2000 puis je capotais ma vie. Puis là, on est rendu à 6000. Puis à chaque fois, je regarde la statistique qui monte, je me dis, mais pourquoi elle? Tu comprends? Pourquoi cette vidéo-là? Ouais, pourquoi elle? Pourquoi elle? Hein? T'as-tu Pourquoi? déjà regardé tes données d'analyse, pour voir? Parce que tu peux voir, c'est la source de ton audience, tu sais, tu vois. Est-ce qu'ils t'ont trouvé par la recherche? Est-ce que c'est une vidéo suggérée ou... J'ai déjà été voir, j'avoue que je me souviens plus. Par contre, ce que je peux te dire, puis ça peut aider, c'est que je pense que cette vidéo-là, elle a été comme spreadée vraiment à l'international, OK? Dans la francophonie, évidemment, parce que je parle français. Mais à un moment donné, dans la description de la vidéo, j'avais mis le lien pour un appel découverte. Je l'ai enlevé, laissez-moi vous dire, parce que je recevais des réservations d'appels découvertes pour des gens dans tous les pays africains, en Asie, comme en fait partout là finalement, mais sauf au Québec finalement qui est ma clientèle. Donc je me suis dit ok, clairement les gens qui voient cette vidéo là ne sont pas au Canada, puis ils sont comme très intéressés par le contenu. Même je recevais des messages comme pouvez-vous m'en dire plus? Pouvez-vous m'aider avec ma pub? J'ai un problème, aidez-moi. Parce que ça parlait de pub Facebook. Mais je me suis dit, aïe, aïe, ok, là, clairement, là, YouTube est viré fou avec cette vidéo-là, puis ça se spread comme un peu partout. Ouais. Puis je comprends. Ouais. Tu sais, je suis pas, je me souviens plus c'est pourquoi, ça. Là. Mais ouais. Mais c'est ça la beauté de YouTube. Puis des fois, tu peux publier une vidéo, mais il se passera pas grand-chose au début. Puis à un moment donné, pouf, tu vois que les vues commencent à augmenter, puis ça part. Puis des fois, ça peut prendre du temps, là, ça se fera pas nécessairement instantanément, mais c'est juste comme l'algorithme de YouTube a travaillé, il l'a présenté à plusieurs personnes, il voit qu'il y a un intérêt, mais il a comme pas encore trouvé la bonne audience. Puis à un moment donné, il va le présenter à d'autres gens, puis à un moment donné, pouf, ça part, tu sais. Mais ça fait ça aussi avec les Reels puis les TikTok, bon, à plus petite échelle. Mais des fois, on publie son Reels la journée même, on regarde, on est comme, Caroline, il me semble, c'est pas bien bon, tu sais. Puis là, une semaine après, tu regardes à nouveau, puis là, ça a monté. Tu sais, c'est pas à la même échelle, mais je trouve qu'il y a quand même une espèce de... Puis tu vois, je parle de Reels, puis je pense que c'est pas pour rien. Ça me fait penser à une question aussi sur le spot. Tu sais, justement, YouTube, quand on commence, là, les chiffres, les données qu'on a de vues, je parle, c'est un peu décourageant. Tu sais, quand on bâtit, tu fais comme, hey, j'ai passé 2 heures sur ma vidéo, mettons, exemple. Puis genre, j'ai 30 vues, même pas, 25, 22. Alors que sur les réseaux sociaux, tu sais, pour par exemple, un Reels, ou tu sais, c'est sûr que c'est un format court, ça n'a pas du tout le même genre d'objectif, mais tu sais, ça peut monter à des chiffres quand même assez intéressants. Encore là, je compare pas les deux en termes d'objectifs, là. Mais comment qu'on fait, tu sais, pour garder le cap, puis parce que je pense qu'il y a quelque chose de long terme à partir sur YouTube. Ah, c'est sûr. Ouais. C'est sûr que pour se lancer sur YouTube puis en faire quelque chose de central dans notre stratégie, moi, je l'ai mis dans mon modèle d'affaires. Moi, je vois YouTube comme une source de revenus pour le moment parce que je vais être monétisée. Désolée à mes abonnés, un jour, il va y avoir de la pub sur mes vidéos. Ouh, yeah! Peut-être pas en plein milieu, là, mais en tout cas, je vais voir, là. Mais c'est ça, tu sais, mon but, c'est oui, une stratégie d'attraction de clients, puis ça fonctionne, là. Aujourd'hui, je reçois plusieurs courriels à toutes les semaines, puis la plupart, ils disent « Ah, j'ai vu tes vidéos YouTube, est-ce que tu peux m'aider avec QuickBooks, avec ma comptabilité, ou peu importe, là. » Fait que ça fonctionne, là. Je me fais voir, les gens me contactent pour mes services.
C'est cool, ça. Tu sais, YouTube nourrit mes inscriptions à mon infolette. Tu sais, c'est ma source d'abonnés à mon infolette, ça vient de mes vidéos YouTube, parce que mes vidéos YouTube, je présente un outil gratuit à la fin, où je mets mes liens pour s'inscrire à mon infolette, où je présente mes outils gratuits. Donc, les gens s'inscrivent à mon infolette. Fait que là, c'est des gens que je peux rejoindre 100% du temps, là. C'est pas... YouTube, ils verront pas toutes mes vidéos. Sauf que je me sers de mon infolette pour parler de ma chaîne YouTube. Ben, j'ai publié telle vidéo, j'engage avec mon audience grâce à mon infolette. Donc, oui, ça fait partie de la stratégie. Puis là, je peux parler de mes produits et services ensuite. YouTube, moi, je vois ça comme une potentielle source de revenus, mais c'est sûr que c'est du long terme. Sauf que le temps que... Puis ça, tu l'as déjà mentionné, Mélanie, mais le temps qu'on met sur une vidéo YouTube, ben moi, je trouve qu'il est bien investi parce que la vidéo peut vivre longtemps. J'ai mes vieilles vidéos qui font encore des vues aujourd'hui, comme toi avec ta vidéo. La vidéo. Mon nombre d'abonnés augmente toujours. Même si je publie à un rythme un peu moins intense là, depuis les derniers mois, je fais encore des lives là, 2 fois par mois, mais ça fait longtemps que j'ai pas republié de nouvelles vidéos, là, vraiment purement éducatif. Mais je continue à faire des... Tu sais, mon contenu, c'est comme un actif numérique, là. Ouais, ben oui. Contrairement à des publications sur des réseaux sociaux qui sont de courte durée. Puis l'autre chose qui nous fait garder le cap, c'est que à partir d'une vidéo, on peut décliner ça en plein de pièces de contenu, là. Moi, j'ai pas encore tout exploité ce que je peux faire avec mes vidéos, mais à partir d'une longue vidéo, avec un bon logiciel de montage, on peut recadrer ça en format vertical, publier ça en Reel, en Short sur YouTube, en TikTok à la limite. Même si TikTok, la vibe, je trouve qu'elle est un peu différente de ce que je fais sur YouTube. Mais bon, c'est ça, c'est à suivre. Faudrait que tu chiales un peu, genre. Mais c'est parce qu'une longue vidéo, après ça, on peut sortir l'audio, publier un podcast. On peut les décliner en petites vidéos courtes de 15, 30, 60 secondes, selon des bouts de punchés qu'on a dans notre vidéo. On peut faire la transcription, sortir le texte, publier ça comme article de blog. On peut parler de notre vidéo qu'on vient de publier dans notre infolette. On peut parler de notre vidéo puis ça fait une publication sur Facebook ou LinkedIn ou peu importe le média social. Ben oui. Donc, tu sais, à partir d'une vidéo, là, tout ce qu'on peut sortir comme contenu, ben moi, je trouve que c'est du temps bien investi. Ben oui, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus sur comment recycler son contenu. Puis tu sais, je donnais l'exemple, je pense, de mémoire de la vidéo YouTube, comment on peut recycler. Puis tu sais, souvent, on va peut-être en parler des titres là, sur YouTube, mais tu sais, souvent, ça va être 5 étapes pour faire tel truc, ou tout ce que tu dois savoir sur tel sujet, ou comment faire telle chose. Mais souvent, là-dedans, il y a plusieurs éléments de réponse. Fait que, tu sais, de juste reprendre les idées, ça peut faire un carrousel Instagram. Ensuite, tu peux reprendre chacune des idées ou des étapes, t'en fais un post aussi. Tu sais, même pour les réseaux sociaux. Exact. Des fois, je vois des entrepreneurs qui se cassent la tête à trouver des idées, alors qu'ils en ont plein sur leur blog, sur le podcast ou sur leur chaîne YouTube. Puis je suis comme, tu sais, il faut exploiter tout ça là, au maximum. Ouais, juste apprendre une phrase punchée que tu as dit dans ta vidéo ou peu importe. Là, ça vient de te faire une citation, mais au lieu d'être quelqu'un d'obscur que tu cites toi-même. Ou toujours les mêmes, genre Nelson Mandela, là, tu sais, qu'on voit par... Fait qu'en fait, ce serait quoi pour toi? Ils sont intelligents, ces gens-là. Ouais. Mais... Puis ce serait quoi pour toi les erreurs, ou du moins, j'aime pas le mot erreur, mais dans le fond, qu'est-ce qu'il faut pas faire si on aspire à une croissance sur YouTube? C'est un peu ça. Ben, se retenir. Ne pas se lancer sur YouTube, c'est l'erreur numéro 1. OK. Se bloquer par peur.
Mais je pense que ça serait ça, la chose à ne pas faire, c'est de s'arrêter à j'ai pas l'équipement, j'ai pas le logiciel de montage. En passant, là, dans YouTube Studio, qui est complètement gratuit, puis qui vient dès que vous lancez votre chaîne YouTube, vous pouvez faire du montage de base directement dans le logiciel de YouTube Studio, là. Donc, il y a pas vraiment de nécessité de logiciel de montage ou d'apprendre à faire du montage. Fait qu'il y a vraiment aucun obstacle à se lancer. Je dirais que aussi l'autre erreur, c'est de pas définir peut-être c'est qui son audience, puis c'est quoi la valeur, puis le contenu qu'on va apporter. Ça, je pense qu'il faut avoir un peu un début de réflexion là-dessus là, avant de commencer à créer du contenu, sinon on va perdre son temps. Je pense qu'il faut quand même se poser des questions sur c'est quoi notre objectif, qui qu'on veut atteindre, comment ça... Tu sais, c'est-tu un hobby ou est-ce que je veux juste poster des vidéos de trucs qui m'intéressent ou ça fait vraiment partie de ma stratégie d'entreprise? Comment ça s'inscrit dans ma stratégie d'entreprise? Est-ce que c'est pour attirer des clients? Est-ce que c'est pour que les gens s'inscrivent à mon infolettre? Tu sais, c'est quoi l'intention là derrière? Je pense qu'il faut au moins se poser ces questions-là, puis comme ça va nous donner notre ligne directrice là, pour tenir sur le long terme, là, parce que publier des vidéos régulièrement, tu sais, ça demande quand même du temps là, tu sais, pour faire la recherche des sujets, la recherche des mots-clés. C'est sûr que au début, on n'est pas obligé là, tu sais, de faire toutes ces étapes-là, là, mais l'idée, c'est de se lancer, puis au moins de s'essayer. On va devenir meilleur avec le temps. J'étais tout le temps, tu sais, mes premières vidéos, j'étais hyper poignée, là, ça paraissait que j'étais nerveuse, là, tu sais, je parle vite, puis toute l'air est poigné dans la gorge. Puis on devient meilleur avec le temps, avec la pratique, puis c'est à force d'en faire. Puis les premières vidéos, là, probablement qu'il y a personne qui va voir ça, fait que c'est pas grave. Tu sais, allez-y, publiez, faut pas avoir ça va être la virale, puis vous allez trouver ça épouvantable comme moi, mais bon. Mais non, c'est pas grave. Mais en fait, t'as tellement raison, tu sais, l'erreur souvent, c'est d'écouter la peur puis de pas essayer, du moins. Mais est-ce que tu dirais, parce que moi, mon impression, en fait, j'ai l'impression que le succès demeure vraiment dans le sujet, le titre. Mais je sais pas toi, c'est quoi pour toi les facteurs vraiment déterminants de bonnes vidéos YouTube? Ben, le sujet, le titre, ça dépend encore si on vise de faire du contenu éducatif ou si c'est juste du divertissement. Si on veut faire juste du divertissement, ben, il faudrait quand même trouver c'est quoi les mots-clés qui sont tendances, que les gens recherchent. Parce que quand on commence et qu'on a 0 abonnés, on faut s'appuyer un peu sur la recherche. Des gens qui cherchent quelque chose sur YouTube pour qu'on se fasse trouver. Après ça, avec le temps, quand on a déjà une base d'abonnés et tout ça, d'avoir les bons mots-clés, ça devient moins important. Tu sais, nos vidéos, un coup que YouTube comprend c'est qui notre audience et tout ça, ben ils vont suggérer nos vidéos, puis même si on n'a pas les meilleurs mots-clés, je pense qu'à un moment donné, c'est moins grave. Mais quand on part vraiment de 0, faut être un peu plus stratégique, je pense, là, pour bâtir notre audience. Puis en même temps, si on fait juste publier une vidéo sur YouTube puis qu'on n'en parle jamais, ben oui. à l'extérieur de YouTube, ben ça va être difficile aussi là d'avoir des vues. Fait que, tu sais, on parle que les posts Facebook vivent pas, mais tu sais, on peut poster plusieurs fois là, tu sais, aller voir ma vidéo, en parler à son infolette, les abonner sur ses autres plateformes, en son entourage. Si on fait du réseautage, mentionnez-le que vous avez une chaîne YouTube. Là, c'est fou là, les gens comme ils connaissent pas beaucoup de YouTubers au Québec. C'est comme vrai? étrange. Fait que moi, j'aime YouTuber. j'ai lancé ma chaîne YouTube. Ah ouais, tu crées du contenu sur YouTube. C'est sûr que le monde va aller voir, là. Ils sont curieux, là. Fait qu'il faut en parler aussi, là. Faut pas rester dans notre petite coquille. Ben, en fait, je dis souvent comme à mes clientes parce que, tu sais, en ce moment, il y a beaucoup de mes clientes, j'imagine le timing de la fin d'année, là, qui voudraient lancer un podcast. Puis moi, le podcast, c'est sûr que, regarde, en ce moment, on en fait un, j'aime ça. C'est un format que je consomme beaucoup. En termes d'heures d'écoute par semaine, c'est sûr que pour moi, ça dépasse largement ce que j'écoute sur YouTube, même si j'adore YouTube, là. Mais
qu'est-ce que je voulais... Ah oui. Mon point, c'est que lancer un podcast, tu sais, on pense que, bon, le plus compliqué, c'est de trouver l'angle, faire ton visuel, faire ton intro, machin. Mais même ça, créer ton contenu, c'est à la limite le bout facile. Le bout compliqué, c'est d'en faire la promotion. C'est de faire ta promo, de t'assurer que ça soit, que les gens sachent que tu as un podcast, de quoi ça parle. Tu sais, moi, une fois que j'enregistre le podcast, j'ai fait le montage, c'est pas fini. C'est un peu comme avec la vidéo YouTube. Tu as une description à écrire. Il faut que tu sais, tu le programmes. Après ça, tu vas faire ton contenu promotionnel sur tes autres plateformes pour dire, hey, tu sais, j'ai une nouvelle vidéo, un nouvel épisode, l'infolette. Pour moi, à mes yeux, le plus difficile, pas difficile, le plus prenant, c'est vraiment l'étape après. Comme quand on lance une formation en ligne, on pense que la formation en ligne, c'est le plus tough à faire. Non, vends-la, tu vas voir, c'est ça qui est difficile. C'est là l'épreuve, le challenge. Ça se vend pas tout seul. Il n'y a rien de plus actif que d'essayer de vendre des produits passifs. Mais c'est ça, les gens sont comme, hey, j'ai enfin fini ma formation, tout est fait, ok, on starte la promo. T'as peu, là, c'est le monde, il court pas, tu sais, on ouvre les portes de la formation, ça court pas les rues pour rentrer, là. Faut aller les chercher un peu avec notre contenu puis nos actions. Il faut qu'ils sachent que ça existe aussi, tu sais. Et oui. C'est pas parce que tu l'as mis sur le web que tout le monde va le trouver, puis ouais. Effectivement, la promo, oui, c'est ça. C'est une étape après la publication que c'est pas fini, mais en même temps, sur Facebook, je republie des liens pour des plus vieilles vidéos. Là, ça n'a pas toujours besoin que ce soit mes nouvelles vidéos que j'ai publiées. Non, c'est vrai. Moi, le contenu est encore vivant sur YouTube, puis vu que sur Facebook, ça dure moins longtemps, ils s'en rappellent pas que là 3 mois, j'avais parlé de cette vidéo-là. Fait que ça te fait comme une banque de publications là, qui peut être publiée sur les médias sociaux. Ça peut refaire vivre des plus vieilles vidéos, là, mais... C'est ça. Fait que comme on a dit, dans le fond, pour que ta vidéo fonctionne, comme on a dit, ça prend une bonne promotion une fois qu'elle est sortie, mais au niveau de la conception, si on a parlé des titres, les mots-clés, il y a le sujet aussi qui répond à un besoin, tu sais, au niveau de ta clientèle cible. Les fameuses, tu sais, les thumbnails, les vignettes, miniatures, je sais pas comment on l'appelle en français. Miniature, Miniature, qui est comme l'image qui apparaît pour représenter la vidéo. Moi, j'ai l'impression que c'est ça qui assure le succès. Y a-t-il d'autres choses qu'il faut penser ou contestes-tu ce que je viens d'avancer finalement? Je conteste pas. Conteste pas. C'est sûr que la miniature, ça va aider le taux de clic. Tu sais, si tu regardes la page d'accueil de YouTube, il y a plusieurs vidéos qui te sont présentées. Est-ce que ta miniature, elle va se démarquer des autres? Est-ce que ça va donner envie de cliquer? Est-ce qu'elle est assez mystérieuse pour attirer souvent, c'est un peu clickbait, la curiosité? Fait que il y a des techniques, là. Il y a des techniques. C'est Canva, là, c'est la technique, là. Je veux dire, c'est pas hyper compliqué. Mais il y a des façons de faire des miniatures pour que ça ressorte du lot, finalement. Tu sais, le truc, c'est d'être minimaliste. Pas mettre plein de textes qu'on n'est pas capable de lire sur un téléphone mobile de toute façon. C'est 2-3 mots maximum. Puis l'idée, c'est de piquer la curiosité, mais aussi de faire en sorte que ça ressorte parmi le lot. Puis d'utiliser évidemment ces couleurs qui sont propres à notre branding, là, tu sais, pour que si nos abonnés ou les gens qui normalement consomment notre contenu, qui voient notre vignette, reconnaissent tout de suite que c'est notre style, tu sais, c'est notre couleur, c'est comme elle a fait une nouvelle vidéo que j'ai pas vue ou peu importe, là. Puis inciter les gens à cliquer. Fait que c'est sûr que ça peut aider de faire une bonne vignette, mais c'est pas tout, là. Je pense que c'est la promotion d'en parler. C'est des petits boosts, en fait. Je me dis, tu sais, une fois qu'on a fait ton travail de rechercher vraiment les sujets qui parlent à notre audience puis aux personnes qu'on veut rejoindre, c'est comme le petit plus qu'on peut faire. Mais tu sais, j'ai l'impression que YouTube aussi, c'est comment dire, je pense qu'on devient peut-être meilleur avec le temps. Tu sais, c'est d'accepter qu'au début, on ajoute peut-être une étape à la fois. Je sais pas comment tu vois ça, ta première vidéo. Il faut faire juste une étape à la fois parce que sinon, c'est...
Sinon, on va se sentir brûlé avant même d'avoir commencé, là. C'est clair. Mais c'est pour ça que, dans le fond, faut se lancer puis faire des vidéos, puis une vidéo à la fois. Après ça, on s'améliore, puis juste notre confiance, puis comment on se présente devant la caméra, c'est quelque chose qui s'améliore avec la pratique, puis à force d'en faire. Puis quand ça va faire 100 vidéos que t'as sur ta chaîne, 100 vidéos, ça fait quand même beaucoup, là. C'est comme 2 par semaine, mais disons une quarantaine de vidéos sur ta chaîne. Puis que là, tu t'assumes comme YouTuber, là. Tu sais, comme personne qui crée du contenu sur YouTube, appelle ça comme tu veux. Mais tu sais, quand un coup que t'assumes que c'est ça que tu fais, ben, tu vas avoir envie de te présenter devant la caméra. Là, moi, je fais plus souvent des lives, j'interagis avec mon audience, puis c'est bien plus le fun, puis je suis zéro gênée devant la caméra, là. Mais c'était pas le cas, là, 2 ans, là, quand j'ai commencé. Ah non? J'étais nerveuse, puis pourtant, j'étais toute seule à enregistrer devant ma caméra. J'avais l'impression qu'il y avait 10 000 personnes qui me regardaient, puis j'étais full nerveuse. C'est quasiment pire, hein, tout seul. Tu sais, comme on se juge nous-mêmes, tu sais. Ouais, on est notre pire juge, là, mais, tu sais, les gens vont nous écouter si on leur apporte de la valeur. Tu sais, les gens m'écoutent parce que je leur donne des trucs simples, ils comprennent des affaires de base avec les taxes, avec les dépenses déductibles, avec QuickBooks, avec... Puis c'est ça qu'ils apprécient, là, même si je bafouille des fois, ou même si j'ai pas des belles petites lumières LED dans le background, là, c'est pas important, ça, là. L'important, c'est le contenu, puis comment qu'on aide notre communauté. J'aime ce message-là, là, de se ramener à l'essentiel. Puis, tu sais, concrètement, toi, dans ta stratégie, j'ai vu sur la bannière de ta chaîne que tu dis une vidéo par semaine. Est-ce que c'est réaliste, une vidéo par semaine, vu le travail que ça prend? Ouais, là, c'est plus tout à fait une vidéo par semaine. C'est du travail, ça, c'est sûr. C'est du travail. Là, ce que je me rends compte, c'est que plus j'avance dans le temps, plus j'essaie de faire des vidéos de qualité parce que mon apprentissage de comment travailler sur YouTube et tout ça, puis de ce que je peux amener au public, mais ça me demande plus de temps. OK, je suis perfectionniste aussi un petit peu, OK? Je te comprends, je suis comme toi. Je comprends parfaitement. Là, je veux sortir la belle vidéo parfaite, puis tout, puis là, je fais mes recherches, puis tout, mais c'est parce que j'ai appris des compétences, puis je suis quelqu'un qui travaille pas nécessairement hyper rapidement pour ces affaires-là. Tu sais, j'aime ça avoir le temps pour bien faire les choses. Fait que là, j'ai un peu de misère à sortir une vidéo par semaine. Fait que là, je fais 2 lives par mois. Fait que là, pour l'instant, c'est aux 2 semaines. Puis mes lives, c'est pas compliqué, là. Tu sais, tu pars live, il n'y a pas de montage, puis... Fait que là, je suis en train de me dire... Y a-tu du monde qui sont? Ouais, j'ai mes vidéos, mon émission fin de mois, j'invite une personne. Fait que là, la seule recherche que j'ai à faire, c'est d'inviter la personne puis faire un peu de promo autour de ça. L'autre live que je fais, le 2e mardi de chaque mois, c'est une séance de questions-réponses. Fait que je me suis fait un petit formulaire Google Forms, c'est publicisé dans mon audience, dans ma liste d'infolettes sur Facebook et tout ça, puis les gens m'envoient leurs questions. Fait que je prends 30 minutes à tous les mois, puis je réponds aux questions de mon audience, que ce soit n'importe quoi sur la comptabilité ou leur logiciel comptable, tout ça, puis je fais ça en direct. Puis moi, ce que je voulais faire après ça, c'est de découper chacune de ces questions-là que je réponds pour en faire des plus petites vidéos. Ben oui. Donc, multiplication du contenu. Tadam! J'adore ça. J'adore. Donc, c'est ça. Fait que moi, une vidéo par semaine, je l'ai faite pendant un bout de temps, mais il y a des périodes où c'était un peu plus dur. Là, je prends plus de temps pour faire ma recherche, pour faire des vidéos de meilleure qualité avec le montage et tout ça. Puis là, je me suis dit, peut-être que je pourrais changer. Puis au lieu de me casser la tête à enregistrer des vidéos, à faire du montage, nanana, je devrais juste faire ma recherche de contenu. C'est quoi les points que je veux discuter dans la vidéo? Puis juste faire la vidéo live. Ouais. Fait que ça va être ça mon prochain... Ouais. Fait que là, je suis en train de travailler sur la gratuité que je vais offrir sur ma prochaine vidéo. Que je devrais faire la semaine prochaine, dans le fond. Super. Mais, c'est ça. Ça, c'est la prochaine chose que je vais essayer pour essayer de me simplifier la vie, là, puis être capable de garder le rythme aussi, là.
Ben, c'est pour ça que je te posais la question, parce que, tu sais, moi, j'étais de bonne foi, il y a pas si longtemps, je sais même plus ça fait combien de mois de ça, j'avais fait une vidéo que j'avais plus faite de montage, parce que j'ai l'impression, en fait, le format que moi j'aime consommer, il y a quand même un rythme qui est rapide, tu sais. Ouais. J'apprécie l'effort de montage que les créateurs de contenu font. J'ai l'impression que c'est plus digeste. Si on enlève tu sais, l'hésitation, les blancs, tout ça. Tu sais, je pense que ça nous vient un peu de TikTok et d'Instagram où le contenu déboule très, très vite puis pas le temps de niaiser. Fait que notre délai d'attention, tu sais, on veut vraiment comme le concentrer si on veut. Puis j'en avais fait une, puis en tout cas, j'avais eu des problèmes avec l'éclairage ou l'exportation. Puis là, j'avais justement, moi aussi, du perfectionnisme. Alors, j'ai essayé de lâcher prise. Je l'ai publié quand même si la couleur, il n'y avait rien qui allait, là, mais c'est pas grave. Je l'ai publié, mais ça m'a pris du temps. Puis moi, j'étais de bonne foi en me disant, ah oui, je vais en faire une vidéo comme ça aux 2 semaines. Pour vrai, là, est arrivé plein d'événements, puis de choses, tu sais, des nouveaux contrats, des trucs qui prennent plus de temps. Fait que j'ai mis ça de côté parce que je voulais garder quand même le podcast actif. Mais je trouve que c'est beaucoup de charge de travail quand on a déjà une entreprise de service. Tu sais, comme toi, tu fais des impôts concrètement, là. Fait que quand ça va être le temps des impôts, j'imagine que tu sortiras pas une vidéo par semaine, tu comprends? Ben, idéalement, il faudrait que je les enregistre d'avance. Ouais, tu sais, comme dans la période que j'étais capable d'en sortir une par semaine, avec les lives entrecoupés là-dedans, c'est que j'avais pris un conseil, dans le fond, de batcher, j'imagine. De batcher, ouais, c'est ça. Fait que je m'étais fait une journée complète d'enregistrement. Fait que là, j'avais mes 8 scripts, j'ai enregistré mes 8 vidéos. J'étais bonne pour 2-3 mois avec ça. Fait que là, j'ai l'air full constante à publier une vidéo par semaine et tout ça, mais je les avais toutes enregistrées dans la même journée. Puis là, quand je me disais, OK, là, faut que je me fasse une autre journée d'enregistrement, là, ben, ça me tentait pas. On dirait que j'ai procrastiné ça. C'est. Puis, c'est en toute transparence, là, ça tire du jus une journée complète d'enregistrement. Ben, ça doit. Tu sais où ce que... Ouais. Fait que je me dis, j'ai pas envie nécessairement de répéter cette expérience-là, puis là, de me ramasser avec un paquet de fichiers vidéo qu'il faut que je passe au travers anyway, puis que je fasse le montage après, puis que là, après ça, je mette des petits trucs cute, du texte ou des trucs pour ponctuer. Fait que c'est pour ça que je vais changer un peu mon approche, puis juste carrément enregistrer live mes vidéos. Mais ma crainte par rapport à ça, puis tu l'as mentionné, c'est que le rythme soit plus lent que quand je fais des vidéos pré-enregistrées puis que je coupe, tu sais, comme tu dis, les hésitations, puis que je garde juste la take ou ce que là je dis, ce que je veux dire de façon concise et rapide, parce que des fois, on répète 3-4 fois le même paragraphe, là, parce que ça sort pas toujours comme on veut. Tu sais, moi, j'ai pas un script que je vais lire, parce que, bon, c'est pas ça le but, là, c'est plus des bullet points, ok, je veux parler de tel sujet. C'est ça, parce que quand tu as dit script, ça m'a allumé, je me suis dit, faut que je lui demander, elle a-tu un téléprompter, puis c'est-tu tout... Non. Moi, j'ai de la misère, là, avec ça, là, je suis vraiment pas dans ce type-là. Non, c'est ça, mais je script dans le sens que mes vidéos suivent une certaine structure, tu sais, ça prend une accroche, l'intro, c'est quoi le corps du vidéo. Fait que, tu sais, je pense déjà à mon accroche, tu sais, aux premiers 30 secondes, parce que si tu fais rien que, tu sais, le premier 30 secondes de la vidéo est quand même crucial si tu veux garder les gens intéressés puis accrochés. Fait que c'est plus de penser, c'est ça, à la structure du contenu. Je suis ma structure, je pense déjà à mon accroche et tout ça, mon intro. Puis le script, c'est un peu ça, là, tu sais, de ce que je veux dire, mais c'est pas, je vais pas réciter mot à mot un texte. J'ai juste des bullet points pour être sûr que, tu sais, voici les 3-5 points que je veux mentionner dans la vidéo. Ou c'est sûr que je fais des tutoriels aussi, là, fait que des fois, c'est juste que je veux montrer telle opération ou comment faire tel truc dans QuickBooks, mais là, j'ai pas vraiment besoin de scripter ça, là, je sais déjà où c'est que je m'en vais. Mais je fais pareil pour le podcast, là. Ouais, excuse. Ouais. Parce que le podcast, je sais qu'il y en a qui vont tout scripter puis qui vont comme un peu lire, mais moi, j'ai l'impression que, en tout cas, je l'entends, tu sais, j'ai déjà écouté des épisodes où j'entendais la personne lire, puis pour moi, c'est pas ça l'énergie, tu sais, que j'aime mieux que je sois en train, tu sais, à la limite, je vais bafouer, tu sais,
tu sais, j'ai des tics, tu sais, puis même, je les enlève pas, je les édite pas dans le podcast. Le podcast, c'est un peu plus pour les paresseuses parce que tu peux être en pyjama, tu comprends, il y a quelque chose de... Ouais. Comme si je t'envoie un mémo vocal, tu sais, sur Facebook, mettons, tu sais, Ouais. c'est as-is, souvent, tu sais, oui, je vais faire du montage, il y a des grosses affaires, mais, tu sais, c'est comme si je te parlais à toi, dans tes oreilles, tu sais, mais j'ai l'impression que C'est ça. sur YouTube, c'est que, comme il y a l'aspect vidéo, puis qu'on veut quand même qu'il y ait un espèce de rythme, le fun, tu sais, d'attention, ben, on est quand même à Ouais. l'écran aussi, tu sais, dans le sens où on regarde un écran versus un podcast en format audio, tu sais, moi, je suis en train de faire ma vaisselle, je suis en C'est train de ça. marcher, fait que je vais tolérer, tu sais, cette hésitation-là, les petits tics quand on parle, tu sais, moi, je dis toujours, en fait, quand je m'écoute à l'édition, des fois, j'en enlève, parce que je me dis, mon Dieu, je m'énerve, tu sais. Mais ça, je le remarque parce que c'est moi-même, tu comprends? Je dis, en fait. Mais c'est Ouais. ça. Mais on utilise beaucoup des mots de remplissage, là. En anglais, ils appellent ça des filler words, là. Mhm. Mais on a tout un tic de langage comme ça, puis c'est dur à travailler. Moi, je dis tout le temps donc. Donc. Ah oui, ça Donc. aussi, je le dis. Donc, Fait que là, ça sera, c'est ça. Fait que, tu sais, j'enlève ça au montage, ouais. justement pour pas casser le monde qui m'écoute. Mhm. Mais, ouais, il y a une différence entre le podcast puis la vidéo. Tu sais, la vidéo, c'est qu'il y a un aspect qu'on va vouloir garder l'attention des gens, alors qu'un podcast, la plupart des gens vont écouter un podcast en faisant d'autres choses. Et moi, j'écoute des podcasts en conduisant. Oui. Euh, Fait que j'ai pas besoin d'avoir 100% de mon attention sur, tu sais, c'est ça, sur un vidéo. Mais tu sais, est-ce que j'ai vraiment écouté 100% du podcast? Ah, c'est sûr que non. Je suis concentrée sur qu'est-ce qui se passe sur la route. C'est sûr qu'il me manque une couple de mots, là, qu'il me manque une couple de phrases, là. Même Mm. chose quand on fait du ménage ou peu importe, là, puis qu'on écoute un podcast. Fait que c'est pour ça que la vidéo, souvent, le montage va venir aider à garder l'attention, à mettre des images différentes, tu sais, justement pour qu'il y ait des changements de rythme dans la vidéo, puis essayer de garder l'attention le Le plus plus long. possible. Mais si je fais un tutoriel, ben j'ai pas le choix de le faire en vidéo. Si je peux te Ça, montrer c'est quelque chose, sûr. tu sais. Fait que là, la personne, faut qu'elle le regarde, tu sais. Fait qu'en même temps, Ouais. il faut que je m'assure que ça soit intéressant, puis Mais pas trop ennuyeux à regarder, mais c'est deux c'est formats que j'adore. C'est deux formats qui servent super bien les gens. Je pense que dépendamment de l'objectif, puis le genre de choses qu'on veut transmettre, ben des fois, il y en a un ou l'autre qui va plus nous plaire ou va plus fitter dans les objectifs. Mais en tout cas, c'est un bon avant-goût. Je sais pas ce que les gens vont penser de l'épisode, mais moi, ça me donne, tu sais, tu me donnes le goût de peut-être renouer avec YouTube dans ma stratégie, mais en mettant peut-être moins de pression au niveau de la qualité visuelle, au niveau de, tu sais, comme tu parlais de perfectionnisme, là, je suis dans ta team aussi là-dessus, tu sais, ça me coûte de publier quelque chose qui est pas parfaitement à mon goût. Fait que, en tout cas, un gros merci pour la belle discussion. Puis en terminant, j'ai envie de t'inviter à nous partager un outil que tu aimerais discuter, nous introduire. Ça peut être une gratuité que tu offres, ça peut être un logiciel que tu aimes bien, ça peut être n'importe quoi que tu as envie, un outil pratique à découvrir. Ça peut être deux aussi, là. Hein? ouais, je vais t'en proposer deux. Un Ouais. qui a rapport avec YouTube. L'outil que j'utilise pour faire mes recherches de mots-clés, puis qui est un outil qui est branché, dans le fond, à ma chaîne YouTube et qui m'envoie des courriels pour me dire comment mes vidéos ont performé, qui me donne plein de suggestions de trucs, de conseils. Puis pour la recherche de mots-clés, c'est vraiment fantastique parce qu'il regarde qu'est-ce qui fonctionne sur ta chaîne pour ton audience. Donc, ça Wow. va un peu plus loin que de juste regarder Google Trends ou Les tendances. Answer the Public et tout ça, là. C'est vraiment plus spécifique à ton audience. Fait que l'outil s'appelle Morning Fame. C'est sur invitation seulement, fait que je vais te donner le site par lien d'invitation pour ton audience qui veut utiliser cet outil-là. Puis moi, j'ai pris la version la plus basique là, qui me permet de faire des recherches, là, puis c'est comme 4 5 par mois, là, c'est vraiment pas cher OK. pour
Mais Avoir quand on commence, c'est pas nécessaire si on veut pas investir là-dedans. Il y a d'autres moyens de faire des recherches de mots-clés, puis quand même, il faut pas s'arrêter à ça. Mais cet outil-là, il va un peu plus loin dans l'analyse, la performance de la chaîne, comment ça grandit, tout ça. Et pour la recherche de mots-clés, c'est vraiment le fun, facile à utiliser. Puis un coup, tu fais toutes tes recherches, tu as un genre d'outil tableau de bord où ce que là, ton titre est là, ta description est déjà écrite, tes hashtags sont déjà trouvés selon les mots-clés que tu as fait. Ensuite, quand tu publies une vidéo, tu as juste à copier-coller tout ce qui a déjà été trouvé dans la recherche. Ça m'aide dans mon processus là, de publication de vidéos sur YouTube. Cool. Oui, vraiment cool. Le deuxième outil que j'aimerais, dans le fond, te présenter et présenter à ton audience, c'est ma checklist de préparation pour les impôts. Donc, un outil de comptabilité. Les impôts s'en viennent. Au secours. C'est pas vrai. Ouais, au secours. Ça dépend pour qui. Ça dépend, c'est ça. Moi, j'aime ça. J'aime ça d'en faire. Mais c'est ça, c'est un genre de checklist que j'ai préparé tu sais, à la base pour mes clients, mais quand on passe au travers de ça, puis qu'on regarde qu'est-ce qui s'applique à notre situation, mais ça nous aide à préparer tous nos documents à apporter chez le comptable là, quand vient le temps de faire les impôts. Fait que c'est un outil pour juste se préparer puis se rappeler des choses à ne pas oublier là, pour le temps des impôts. Puis ça, c'est pratique, parce qu'il n'y a rien de pire que réaliser que tu as oublié un papier, une affaire, quand tu viens d'envoyer tes impôts ou d'envoyer tout ça à la comptable. Fait que super. Fait que je vais mettre les liens de tes deux outils dans les notes de l'épisode. Je vais aussi inviter les gens à aller voir ta chaîne YouTube, à aller écouter ces belles vidéos-là. C'est toujours pratique de savoir comment faire ses opérations de comptabilité et gérer son QuickBooks, son Sage 50, je sais pas lequel vous avez, peu importe. Je sais que tu parles des deux. Fait qu'un gros merci Geneviève pour la belle discussion. Ça me fait vraiment plaisir, Mélanie. On remet ça. Oui, c'était vraiment intéressant. Tu m'as redonné le goût. En tout cas, dites-moi là dans mes messages là si vous avez aussi le goût de vous lancer un peu sur YouTube. Mais un gros merci pour la discussion puis tous les beaux trucs et conseils que tu nous as donnés. Alors, on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!